là maintenant, on y va avec des cas pratiques sur l'usage de nouvelles sources de données dans les statistiques officielles, d'une part, mais dans les statistiques de manière générale. OK? Donc, comme nous vous avons expliqué tout à l'heure, toujours si on se demandait, bon, malgré maintenant qu'on a détaillé la théorie, les avantages, les défis, avec quelques exemples d'usage de données alternatives, ce que ça peut donner. Maintenant, comment utiliser les données du web scraping maintenant? Quelqu'un qui veut commencer à l'utiliser, comment ça se passe? Comment utiliser les données AIS? Comment utiliser les données satellites, les données mobiles, les données du crowdsourcing et beaucoup d'autres choses? OK. D'abord, commençons par le web scraping. Là, pour le web scraping, je pense je vais vous montrer. Je vais vous donner la présentation, une présentation que j'avais réalisée en 2023 pour Galsen AI. Donc, c'est la communauté des usagers de l'IA au Sénégal. Donc, en quelques minutes, je vous résume. Bon, ça, c'était la définition. Comme vous le savez, gouverner, c'est prévoir, prévoir, c'est connaître, connaître, c'est mesurer. Et pour mesurer, il nous faut collecter les données. Jusque-là, on collectait des données à travers des enquêtes et des recensements. Là, on va utiliser d'autres sources qui sont moins coûteuses et beaucoup plus complètes. On y va. Comme vous le savez, bon, là, c'était un schéma qui montre que, comme je l'ai dit, il faut que la statistique nationale et tout l'écosystème de données, les usagers des données, s'adaptent. L'usage d'enquête et de recensement, ce n'est pas quelque chose qui se déroule depuis le début. C'est un processus qui a évolué pour arriver jusque-là, avec la digitalisation. Autrefois, si vous vous souvenez, 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, les gens collectaient des données à travers du papier. Ensuite, on saisit avant de sortir les résultats. Il est rare de voir du papier maintenant, les gens ont digitalisé. Donc, le processus d'acquisition des données continue. Vous voyez, avant même de parler maintenant de processus de calcul d'indicateurs, d'estimation, tout ça, là, on parle beaucoup plus. Donc, cette conférence, c'est sur la partie acquisition des données. Vous voyez, la collecte des données, ça s'est toujours déroulé depuis l'Antiquité. On se souvient dans l'islam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que les autres dirigeants, avaient demandé aux spécialistes d'aller collecter des données pour pouvoir faire de la planification et des prévisions. Au niveau de la révolution industrielle, les données ont commencé à être écrites maintenant dans du papier. Avec la naissance de nouvelles technologies, on utilise les fichiers, les bases de données. Avec le boom des années 2000, maintenant, le big data et surtout là où ça va. Bon, ça, c'était un peu un rappel. Bon, là, donc, ça, c'est des exemples d'usage du web scraping. Donc, des exemples d'usage du web scraping. Si on veut entraîner un modèle d'IA, comment parvenir à détecter pour la direction des impôts des sources qui ne sont pas traquées jusqu'à présent dans l'agriculture, bon, ainsi de suite, quoi. Bon, la liste est assez longue. Maintenant, comme définition rapidement, le web scraping, comme vous le savez, ce n'est rien d'autre qu'une technique de récupération des données sur un site en utilisant des robots, ce qu'on appelle les web scrappers, qu'on va concevoir nous-mêmes, qu'on va builder. L'objectif est de collecter de grands volumes de données automatiquement pour constituer des bases de données réutilisables dans des futures opérations. Là où on partait à envoyer des enquêteurs qui partent collecter des données, là, on part nous-mêmes le collecter sur le web. Et vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, des données sur le prix des billets d'avion, envoyer un enquêteur le collecter chaque jour, c'est quelque chose qui est devenu obsolète, dans la mesure où la première source d'information des billets d'avion aujourd'hui, c'est le web. Donc, le web scraping permet maintenant de concevoir des outils qui partent collecter directement des données. Pour faire du web scraping, il y a globalement 3 possibilités. On peut utiliser des outils, des plugins rapides ou des outils payants conçus avec l'IA, comme Octaparse, on va voir, et on peut le coder nous-mêmes. Donc, on peut écrire son propre code R et Python. J'ai eu à faire les 3. Je vais vous montrer pour chaque étape, pour chaque type d'architecture, quel est l'avantage, quel est l'inconvénient. Parce que, attention, il ne faut pas penser que toujours, on doit écrire nous-mêmes nos propres programmes. S'il y a des outils qui permettent de le faire, donc tout va dépendre du besoin et des moyens dont nous disposons. Donc, quand vous faites du web scraping maintenant, faites attention à la loi, tout n'est pas autorisé. Il y a ce qu'on appelle globalement les CGI au niveau des sites avec les robots.txt. Il ne faut pas lancer vos programmes qui partent collecter les données sur les sites des autres à tout moment. Donc, il y a un problème de saturation qui peut amener des problèmes au niveau judiciaire et les problèmes de concurrence. Donc, vous voyez, côté réglementaire, si je prends le cas du Sénégal, depuis 2008 à ce que je sache,
la loi n'a pas trop évolué côté données avec la mise en place de la Commission de protection des données personnelles, qui est garant du respect de la vie privée et qui a mis à jour des décrets et institué des lois sur l'usage des données à caractère personnel. Par exemple, les caméras de surveillance, avant de les installer, il faut une autorisation, il faut informer les gens qu'il y a une caméra de surveillance. Avant de collecter des données au niveau personnel, il faut aller le déclarer au niveau de la CDP, ainsi de suite. Mais attention, une bonne partie dont nous parlons ici, il y a même une partie, il n'y a pas de données personnelles. Donc, tant que ce n'est pas des données personnelles, là, vous n'êtes pas concerné par la CDP. Vous voyez? OK? Maintenant, donc, ça, c'est un peu bon. Maintenant, si je prends l'exemple de la France, par exemple, avec le SGBD, vous voyez, moi, je ne connais pas un aspect de la loi aujourd'hui au Sénégal qui parle des données issues du web scrapping. On parle des données personnelles et après, c'est tout. Alors qu'au niveau de la du RGPD en France, donc le web scrapping est une partie qui consiste à extraire les données des sites web, mais le web scrapping est encadré par le code de la propriété intellectuelle et les données récoltées sont soumises au principe du RGPD en France. Donc, vous voyez, là, ce serait bon qu'on s'adapte. Le web scrapping présente un intérêt certain pour les entreprises et il est possible de les pratiquer en respectant certaines bonnes pratiques. C'est illégal maintenant et peut être sanctionné sur le fondement du droit pénal, du droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle. Donc aujourd'hui, toi qui pars mettre en place des systèmes qui vont récolter des données sur le web, ce n'est pas comme les enquêtes, les recensements et autres. Là, c'est quelque chose qui a fait son temps, qui est très mature, qui est encadré par la loi. C'est pas parce que techniquement tu sais faire quelque chose qu'il faut y aller. Donc, il faut veiller à vous conformer à la loi. Si vous voyez, j'ai beaucoup insisté sur ça. Toi, le data ingénieur, toi, l'administrateur de base de données, toi, le statisticien, ainsi de suite. Ce n'est plus que tu te lèves comme ça, tu pars faire ce qu'il y a à faire. Donc, il faut bien veiller à ce que dit la loi. OK? Maintenant, la recommandation forte que nous donnons côté web scrapping, c'est valable aussi pour les autres, toujours informer sa hiérarchie. Même vous qui êtes en train de suivre, qui êtes des étudiants, tu dois travailler dans le cadre d'un mémoire où tu dois récolter des données sur les sites, informe ta hiérarchie. C'est toujours important. Vous voyez, là, peut-être même ça peut beaucoup vous faciliter parce qu'en informant votre hiérarchie, le fait qu'il met en place des cadres de partenariat avec les structures qui produisent ces données, ça peut faciliter. Se rapprocher de ce qu'on appelle les DPO, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Data Protection Officers, s'il existe, s'il n'existe pas, se rapprocher des spécialistes. Et avant de lancer le scrapping pour récolter les données d'un site, consulter ce qu'on appelle les CGI, les conditions générales d'utilisation. Le plus souvent, chaque site vous donne un fichier qu'on appelle robot.txt. Là, je peux vous montrer en pratique un petit exemple. Là, supposons, il y a un site qui s'appelle Soumari au Sénégal, qui est dans l'électroménager, qui produit énormément de données sur l'électroménager. Aujourd'hui, on veut récolter les données sur les prix, tout ça. Avant de faire quoi que ce soit, comme je vous dis, informer la hiérarchie, mais il y a un fichier robot.txt. Je ne sais pas, est-ce qu'ils l'ont? Normalement, ils l'ont. Vous voyez. Et dans le fichier robot.txt, il vous dit qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Vous voyez. Qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous pouvez attaquer en faisant un key, ainsi de suite. Je peux prendre l'exemple de Jumia, qui est très célèbre, que vous connaissez. Jumia aussi, vous voyez, Jumia, dans ce site, je peux aller récolter des données. Mais en consultant le robot.txt, robot.ts.txt, vous voyez, le robot.txt m'informe que, vous voyez, bot must follow these rules. Quand vous concevez des bots qui viennent scraper leur site, vous devez respecter ces règles. Vous voyez, toute requête ne doit pas dépasser, tu ne dois pas dépasser 200 minutes par requête. Donc, 200 requêtes par minute. Vous voyez ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, c'est ce qu'on appelle consulter le fichier robot.txt. Il y a aussi souvent des fichiers qui s'appellent sitemap.xml. Des pages qui ne sont pas mises à jour fréquemment. Il n'y a pas besoin de vous fatiguer à récupérer toujours la même information. Sitemap. Je ne sais pas s'ils l'ont ou non. Bon, bref. Vous voyez, donc pensez toujours à déclarer les bots que vous concevez aussi. L'avantage, c'est que quand vous êtes en train de collecter des données, quand ils concèdent eux leur log, ils vont voir que c'est telle structure qui est en train de lire nos données, des trucs du genre. De toute façon, ce n'est pas des données sensibles, hein, c'est des données publiques qu'ils ont mis dans leur site public. Donc, je ne parle pas d'aller collecter les données personnelles, les données sensibles. Non, non, mais surtout
des données sur les prix des produits, par exemple. Si ce n'est pas la concurrence, mais c'est que la statistique nationale, je ne vois pas trop de problèmes. Donc, au besoin, signer des conventions. Et la finalité, ce n'est pas le web scrapping, mais c'est d'obtenir les données. Si en signant des conventions avec Jumia, avec Somare, avec Auchan, ils vous disent que les données dont vous souhaitez, les données que vous souhaitez avoir pour votre production nationale, nous, on peut vous les fournir à travers une API. Là, c'est encore mieux. Donc, il n'y a même plus besoin d'être là à écrire des programmes, des robots qui vont aller collecter les données, mais eux-mêmes, ils vous donnent une API, peut-être même des données agrégées, et ils vous le fournissent périodiquement. Et ça, aujourd'hui, au niveau des comptes nationaux, les structures qui fournissent des données sur les états financiers et autres, au lieu d'envoyer des papiers ou de les donner des applications qui saisissent, on peut mettre en place des API qui vont directement lire leur base de données de production, extraire les données voulues et nous les fournir. Donc, vous voyez, savoir pitcher ses besoins aussi, c'est important. Parce que là, ce n'est plus, il ne faut pas vouloir se présenter comme un gendarme, dire que non, c'est la statistique nationale, vous devez nous donner telle chose. Non, mais il faut savoir dialoguer et convaincre. Pour réussir votre projet de web scrapping, donc soyez smart, tout dépend de la réalité, il y a plusieurs composants. Bon, ça c'était un peu les recommandations. Là maintenant, côté pratique, comme je vous dis, on peut utiliser un plugin qui s'appelle Simple Scrapper. Donc si vous l'installez, c'est gratuit, hein? Depuis votre navigateur, vous pouvez directement récupérer les données. Mais le plus souvent, c'est par page. Donc il faudra regrouper vous-même, recomposer vos données. Octapart, c'est un outil payant, un IA, une IA qui est conçue pour aller collecter rapidement les données. Donc, vous n'avez pas à écrire le code du web scrapping, mais lui-même, il part collecter les données que vous voulez. Donc, c'est un outil que vous pouvez tester. Et là où je vais terminer maintenant, c'est quand on écrit son propre code. Moi, jusque-là, je l'ai juste fait avec Python. On peut le faire avec R, avec PHP, avec d'autres langages, mais c'est surtout avec Python. Vous voyez, par exemple, voici une page qui contient des données. Je vais récupérer ce tableau directement. Donc, première chose, j'inspecte pour voir comment la balise web, les balises web ont été embarquées et je me base sur ça à partir de mon code Python maintenant pour extraire les données. Bon, la bonne pratique aussi, c'est qu'on ne vient pas, on collecte comme ça. Mais avant, quand on développe, on fait des boucles qu'on limite pour ne pas saturer le serveur des gens. Et après, on a fait d'afficher à l'écran pour voir comment les données se présentent avant de les mettre là-bas. Vous voyez, donc là, c'est avec Beautiful Soup, un composant pour la partie Python. Un autre grand composant qu'on appelle Selenium. L'avantage de Selenium, il peut déclencher les clics pour récupérer les données qui sont à l'intérieur. Donc, c'est un peu ce que je voulais montrer côté web scrapping. Ce qui a été fait au niveau de l'ANSD donc depuis 2022 avec le bureau des prix, il y a des étudiants de l'ENSAE comme vous qui ont travaillé dans le cadre de leur mémoire, qui ont réussi à mettre en place un outil de collecte. Mais là aussi, comme je l'ai dit, ce n'est pas une collecte globale, mais c'est au niveau le plus bas. Parce que vous le savez, l'indice des prix, il y a les produits alimentaires, ensuite les variétés agrégées en poste, tout ça. Donc, l'idée, c'était de collecter des données au niveau élémentaire et voir ce que ça donne. Donc, ce n'est pas un projet fini, mais quand même, on a réussi à faire des choses. Et il y a tellement de travail de nettoyage des données, donc comme je vous l'ai dit, qui a pris trop de temps et c'est un projet qui a donné quelque chose. Techniquement, comment ça s'est passé? Il y a eu un travail métier, donc comme je vous dis, les projets de data, si on ignore les métiers, on risque de passer à côté. Donc, on a largement travaillé avec les spécialistes métiers de l'indice des prix qui ont fouillé les sites, on a fouillé ensemble et on a regardé quel est le site le plus adapté si on veut tel type de données. Si on veut des données électroménager, c'est ici. Si on veut des données sur l'habillement, c'est ici. Si on veut des données telle chose, ainsi de suite. On n'a pas pris l'ensemble des variétés, mais on s'est juste limité à quelques variétés. On a collecté des données, on a comparé avec ce qui est issu du terrain pendant un long moment et avant de l'intégrer à petite échelle. Donc, vous voyez, notre architecture est là. Le site web, le crawler, l'extraction des données, l'analyse, ainsi de suite. Si on prend les données AIS maintenant, on passe au deuxième type de données que sont les données AIS. C'est les données de positionnement des bateaux et beaucoup d'autres informations. Vous voyez donc, chaque bateau a un équipement qu'on appelle un transpondeur, donc qui communique avec des satellites qui vous permettent de récupérer ces données et après de faire un certain nombre de travail d'usage. Quelles sont ces données concernées? Ils vous fournissent des données statiques, des données dynamiques et des données relatives au voyage. Vous voyez, il y a 27 types de messages AIS. Donc, vous voyez, l'identification nationale, internationale, le type, l'immatriculation, le signe, le nom du bateau, les types d'images, les positions GPS surtout,
et les informations relatives au voyage qui sont ajoutées manuellement. Vous voyez, c'est un peu ça. Là où vous voyez des étoiles, c'est des données que l'armateur lui-même tape quoi, dans le système. Maintenant, tous les bateaux ne sont pas concernés. Il faut que le vaisseau dépasse 300 tonnes ou un cargo ship de 500 tonnes, le nombre de passagers 12, ainsi de suite. Vous voyez, il y a une régulation internationale et chaque seconde, il vous envoie ces données. Et le global dataset, vous voyez, environ 310 billions AES messages par année. Vous voyez, donc c'est énormément de données et ça, c'est pas de données qu'on peut exploiter avec les méthodes traditionnelles que nous connaissons. Le dernier système AES sur lequel j'ai travaillé, le gars m'avait dit qu'il recevait 50 000 enregistrements par seconde. Vous voyez, un système comme ça, un statisticien traditionnel n'est pas en mesure de faire des requêtes. OK? Maintenant, les données AIS vous permettent d'obtenir des informations pour faire beaucoup de statistiques, comme on va le voir, mais il y a quelques limitations. Par exemple, les signaux radio peuvent être perdus, les messages sont encodés, il faudra les décoder et souvent ils peuvent être corrompus pendant le décodage. Donc, souvent il y a des zones où on n'est pas autorisé de faire telle chose. Le transpondeur, c'est l'équipement électronique qui permet d'envoyer les signaux de positionnement et les informations peuvent être éteintes manuellement. Les informations entrées manuellement, comme les raisons du voyage, la prochaine, tout ça, ça peut être, vous voyez, les signaux radio, tout ça, ça peut être, ça peut ne pas l'armateur peut ne pas mettre les bonnes informations, vous voyez. Donc, il y a souvent il peut y avoir des erreurs techniques. Et puisque c'est l'Anber transceiver, donc il y a une limite de couverture. Donc, on a besoin d'avoir des satellites assez puissants parce qu'on peut être dans une zone où il y a beaucoup de nuages ou qu'il y a trop d'agissement côté de la mer. Voici un exemple de carte produite après l'usage des données AIS. Vous voyez, ça c'est les données AIS et ça c'est les données déclarées. Donc, les bateaux qui embarquent dans les ports, ils ont un plan. Comme de la même manière que les aéroports, les avions ont des plans de vol, là, il y a un plan de trajet qui est déclaré. Je vais venir tel jour, je vais quitter tel jour, je vais décharger telle chose, et ainsi de suite. Mais en utilisant les données AIS qui sont automatiquement récupérées, on se rend compte que, vous voyez, ce que les gens déclarent et réellement ce qui se passe sur le terrain, il y a une différence. Vous voyez. Bon, là, c'est un exemple de curriculum pour le Big Data, pour celui qui veut prendre en main l'usage des données AIS. Donc, je l'ai tiré d'une formation animée par le UN Big Data. Vous voyez. Et à l'intérieur, donc, vous voyez que la partie, comme on le dit, Data Acquisition, c'est un métier à part. Vous voyez. Introduction à l'utilisation des données AIS. Vous voyez. Comment on acquiert les données AIS dans le système des UNGP. Après, il y a des méthodes de nettoyage, de link, ainsi de suite, quoi, avant de faire un calcul sur les indicateurs qu'on veut. Donc, il y a énormément de calculs qu'on peut faire. Des indicateurs dérivés des ODD, certains, on peut les produire. Et tout ce qui est information maritime, tout ce qui est sur le tourisme de croisière, ainsi de suite. L'optimisation aussi pour les petits les ports qui sont assez petites ou des pays sous forme de, comment on dirait, des îles là, aujourd'hui, utiliser les données AIS est beaucoup avantageux pour eux parce qu'ils pourront voir comment optimiser le travail avec nos bateaux. Quels sont les types de bateaux qui respectent leur déclaration, ainsi de suite. On peut aussi prévenir la pollution marine parce que, comme vous le voyez, les données AIS, en plus des informations de positionnement et autres, ils peuvent transmettre des informations sur le taux de chargement, ainsi de suite. Vous voyez. Après, on peut utiliser aussi donc ces déplacements pour voir est-ce qu'il est dans une zone polluée, est-ce qu'il vient avec une pollution, des trucs du genre. Bon, bref, il y a beaucoup de cas d'usage. La liste est assez longue, mais malheureusement, le temps est court. On passe aux données satellites, ce qu'on appelle Earth Observation Data. Là, c'est une sous-discipline de la géomatique. Là, on va vous parler de télédétection. Donc, télédétection, c'est ce qu'on appelle remote sensing. Vous voyez. Donc, avoir des notions en géomatique ne serait pas mal. Et vous voyez, ça, c'est un métier à part. C'est pourquoi, moi, je pense, au lieu que le statisticien lui-même veut faire ces choses,
collaborer avec un spécialiste géomatique, c'est encore mieux, ou le département géomatique si ça existe. Au lieu de vouloir recruter un géomaticien pour chaque projet, il y a déjà un département qui le fait. Si ça existe, collaborer avec eux, c'est mieux. Vous voyez. Maintenant, parlant de télédétection, comme vous voyez, c'est une technique qui permet l'acquisition d'images, permet d'étudier un phénomène à la surface de la Terre sans toutefois être en contact avec lui. Et on l'utilise dans l'agriculture, dans la classification des types de cultures, l'évaluation de la santé des cultures, surveillance des cultures, dans la géologie. Par exemple, comme je vous ai dit, des étudiants de l'université Amadou Mahtar au Sénégal ont réussi à produire la carte sur l'existence ou non de phosphate dans des zones du Sénégal. Et quand ils l'ont confronté avec les données réelles issues du terrain, ils ont eu des résultats assez satisfaisants. Avec la foresterie, la CSE le fait. Là, il y a Agrimet au Niger, avec Academia aussi, qui font un travail similaire. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et de même que couverture du sol, l'inventaire des forêts, estimation de la biomasse, ainsi de suite. Donc, maintenant, parlant de données satellites, il ne faut pas confondre les satellites et les capteurs. Par exemple, Landsat 8, son capteur c'est OLI, Sentinel 2, donc ça c'est NASA, si je pense bien, ça c'est Europe, son capteur c'est MSI. Comment fonctionne la télédétection? Globalement, si vous regardez ici, donc, oui, ok. Globalement, on a trois choses. Hein? Donc, pour la télédétection, on a la source d'illumination qui est le soleil, le cible à étudier qui peut être le sol, ainsi de suite, et le capteur. Donc, notre source d'illumination, c'est le soleil. Et le soleil, chaque fois qu'il reflète une lumière, les différents objets-là, ils répondent, mais ils ne répondent pas tous avec les mêmes signaux. Donc, le cible à étudier maintenant, dépendant qu'on veut faire des études sur le sol, sur la foresterie, sur l'eau, sur les bâtiments, les lumières que reflètent ces objets sont différentes. Donc, vous voyez, la télédétection maintenant, essayez de voir à partir des lumières émises, reflétées, tirer l'information utile pour voir faire des estimations. Vous voyez, si on prend le cas de la plante, la lumière reflétée par le soleil, reçue la lumière tapée par le soleil et reflétée par la feuille, il y a une partie qui est visible et il y a une partie comme l'infrarouge qui n'est pas visible. Vous voyez, l'importance d'utiliser des données satellites, c'est qu'on a les informations qui vont nous permettre de détecter les types de formes. Vous voyez, pareil pour le sol, ainsi de suite. Donc, vous voyez, la mer aussi, on pourra avoir, à partir des données satellites, pouvoir faire des estimations, des calculs sur la profondeur, ainsi de suite. Et chaque manière de refléter, que ce soit l'eau, la végétation, la terre, ainsi de suite, vous voyez, il y a des courbes et ça, c'est un métier à part. Vous voyez, la manière dont chaque cible à la surface de la Terre interagit, réfléchit avec les rayonnements électromagnétiques émis par la source d'énergie. Quand vous entendez parler de REM, c'est la réflexion électromagnétique de l'outil concerné. Vous voyez, le BGR que nous connaissons est là, rouge, bleu, vert. Et après, il y a le proche infra et surtout le infrarouge qu'on ne peut pas voir. Par exemple, là, je vous parle de l'exemple de Sportifam, qui est une firme française. Ils ont bâti des outils assez intéressants utilisant uniquement les données satellites pour l'agriculture de précision. C'est un bon exemple. Les satellites, vous entendez parler de Sentinel-2 qui est européen, donc avec 13 bandes spectrales. Landsat 8, c'est NASA avec ses différentes bandes spectrales. MODIS aussi, c'est toujours NASA avec 36 bandes spectrales. Après, il y a l'ISCAT, je pense bien, c'est les Indiens. Et récemment, le Sénégal qui a lancé son satellite qui s'appelle Gaindesat. Vous voyez, en résumé, on peut avoir des données gratuites, que ce soit NASA, Sentinel, tout ça. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. On peut acheter des données. Vous voyez, il y a des données participatives. On peut acheter des données nous-mêmes de haute résolution. Seulement, le coût est un peu élevé. Mais on peut mettre en place des partenariats, comme je vous dis, avec la NASA. Et c'est ce que je recommande. Aujourd'hui, j'aurais fortement recommandé aux INS et aux instituts de formation sur les données, les statistiques, à signer des partenariats avec ces fournisseurs de données, vous voyez, pour donner beaucoup plus de possibilités d'études aux étudiants. Après, il y a des plateformes comme Google Earth Engine, on va le voir, qui vous permet de faire tout en ligne. Il y a les nanosatellites, bon, ainsi de suite. Donc, prenons l'exemple de Sentinel-2, comme vous le voyez, c'est deux satellites jumeaux qui tournent autour de la Terre et qui s'arrangent pour que vous puissiez avoir les données tous les 5 ou 6 jours, je ne sais plus en tête. Ils sont placés sur la même orbite, donc diamétralement opposés, et qui prennent les données
de manière asynchrone. Donc, c'est un système conçu pour avoir une fréquence de retour sur place très élevée. Et vous voyez. Maintenant, que mesure-t-on? Sentinel mesure, comme je vous dis, on calcule un indice de végétation avec les données rouges et proches infrarouges. Il faut impérativement la lumière du soleil parce que ça ne fonctionne pas la nuit et ça ne fonctionne pas quand il y a des images, ainsi de suite. Et donc, l'important, c'est de bien détecter là où il y avait des images, ainsi de suite. Vous voyez, donc, vu que les arbres ils réfléchissent, donc la lumière solaire, donc on met en place cet indice de végétation qui nous donne cette information-là. C'est ce qu'on appelle un peu le NDVI. Oui, le NDVI, comme je l'ai expliqué ici, c'est un moyen simple et classique de calculer l'indice de végétation. Donc, le NDVI, ça veut dire Normalized Different Vegetation Index ou index de végétation par différence normalisée. C'est un indicateur qui mesure la santé de la végétation en utilisant des images satellites, comme ici. Vous voyez, les satellites, le soleil émet de la lumière, les arbres réfléchissent. L'indice vous permet de mesurer la santé et l'état d'évolution de cet arbre. Il est calculé à partir de longueur d'onde et de lumière visible, donc le rouge et la lumière proche, qui est l'infrarouge. Comment ça fonctionne? Les plantes en bonne santé absorbent, comme vous le savez, beaucoup de lumière rouge pour la photosynthèse et réfléchissent des lumières infrarouges. Donc le NDVI est calculé maintenant par cette formule-là, comme vous le voyez. Et on s'assure que le résultat est toujours compris entre -1 et 1. OK. Maintenant, l'utilité, c'est que on peut l'utiliser pour faire un suivi de la santé des cultures en agriculture, pour surveiller les forêts, les zones naturelles, mais aussi les sécheresses et les changements climatiques. Vous voyez, aujourd'hui, je vous montre un site. Je sais que il utilise c'est AgriWatch. AgriWatch, par exemple, il l'utilise pour faire une prévision de la foresterie. Oui, c'est ça, AgriWatch. Vous voyez, ce système-là, au début, ils ont utilisé les données satellites et des enquêtes sur le terrain pour comparer. Vous voyez, à part de ça, ils ont amélioré leur modèle, jusqu'à arriver au niveau actuel où ils font de la prévision sur la production, donc agricole, foresterie, ainsi de suite. Bon, il est en train de s'archer le temps que ça termine. Là, on termine rapidement avec les mobile phone data. Les données de positionnement mobile, comme vous le savez, les opérateurs télécoms récoltent, donc votre téléphone, sachez qu'il envoie des données, qu'il soit souvent même en étant éteint, il connaît à envoyer des données, pas seulement quand vous faites des appels, des SMS, ainsi de suite, mais les données de positionnement. Où est-ce que vous vous trouvez à chaque instant? Vous voyez. Donc, ces données-là générées, il y a une partie qui sont des données de signalisation passive et ce qu'on appelle les données CDR, c'est des données générées passivement lorsqu'un abonné s'abonne. Donc, quand vous passez ou recevez un appel, quand vous envoyez un SMS ou quand vous utilisez les données mobiles, le on ou off. Vous voyez, les parties prenantes dans un projet d'utilisation des données mobiles, il y a la société télécom, l'autorité, la société privée du moins, il y a l'autorité statistique qui est l'INS, il y a les autres parties, il y a l'autorité de protection des données au Sénégal, c'est la CDP, et la RTP, l'autorité de régulation des télécommunications. Ce n'est pas un projet où l'INS va se lever, il part directement voir le privé et dit on fait ça. Le plus souvent, il faut ça. Donc, par exemple, au Sénégal, le projet Gistan qu'on a mis en place, il a fallu une proposition sur la partie pilote de la CDP pour qu'on puisse dérouler. Vous voyez, au niveau des sociétés télécom, il nous avait dit que la réglementation télécom leur interdit de faire autre chose sur les données à part les données de production, quoi, marketing, vente et autres. Et souvent, il peut y avoir d'autres parties comme l'État ou autre. Maintenant, exemple de feuille de route pour atteindre les résultats du projet, comme vous le voyez, il y a toujours l'analyse situationnelle. Parce que la manière dont les données sont stockées dans les réseaux Orange et dans notre réseau, ce n'est pas forcément la même chose. Il y a un large travail de labellisation, de feature engineering, ainsi de suite. Après, il y a l'accès aux données avec tout ce qui est lié à l'évaluation juridique, l'évaluation technique. Est-ce qu'au niveau de l'ENS, on a la technicité qu'il faut pour exploiter ces données? Ou bien c'est au niveau de l'opérateur de télécom que les gens vont faire la partie data engineer pour fournir à l'INS? Comment il faut amener les données de l'INS et les coupler avec les données des opérateurs pour produire ces indicateurs? Est-ce que c'est des données qu'on va déposer à l'INS? Est-ce que c'est des données qu'on va déposer dans la société télécom? Il y a la réglementation qui agit. Est-ce qu'il faut un régulateur sandbox qui sera au milieu? Je ne sais pas.
Vous voyez, après, il y a la mise en œuvre avant d'aller à la production. Et vous voyez, c'est un processus très itératif. Donc, vu que certains pays ont déjà fait ce travail, moi, je pense qu'il faut voir comment collaborer. Mais vraiment, il faut démarrer rapidement. Pour la partie acquisition des données, il y a un outil Python qui s'appelle Cider. Je pense qui est très adapté à ça. Où est-ce que je peux vous l'écrire? Bon, je vous écris ici. Donc, ça s'appelle Cider. Cider. Il vous permet donc de faire une extraction des données MPD parce que là, c'est du big data. Hein? Ce n'est pas des 10 lignes, des 100 lignes, mais c'est facilement vous vous retrouvez avec des millions ou des milliards d'enregistrements et qui ne sont pas forcément structurés. Tu peux avoir des données structurées et des données semi-structurées. Il faudra voir comment faire le travail nécessaire pour les rendre exploitables. Vous voyez, analyse situationnelle, accès aux données, mise en œuvre, production. Donc, bon, il y a d'autres données alternatives comme les crowdsourcing, les GAFAM, tout ça. Mais là, avec YOLO, par exemple, il y a des étudiants de l'ENSAI qui ont réussi à faire l'extraction avec des systèmes de reconnaissance. Les données du call center aussi sont très adaptées si on veut collecter des données pour certaines situations, mais pas pour des questionnaires trop lourds. Avec le Covid, ça nous a beaucoup aidé au niveau Sénégal pour collecter un certain nombre d'informations. Récemment, avec la mise à jour des comptes régionaux, les entreprises qui sont parties s'installer en région, on n'a pas forcément ce feedback. Le fait de les appeler donc, une à une, permet de récolter rapidement ces données et de mettre à jour la base de données d'immatriculation des entreprises, quelque chose comme ça. Les données de log et cookies, je vous ai déjà donné l'exemple, comment ils peuvent nous fournir des statistiques sur les marques, les modèles d'utilisation des téléphones. Les données administratives correctement mises en œuvre nous permettraient de collecter beaucoup de statistiques, ainsi de suite. Les données des capteurs sur la pollution, ainsi de suite. Les données de crowdsourcing aussi, les enquêtes participatives, ça c'est très intéressant, ça se développe de plus en plus. Aujourd'hui, une entreprise qui veut s'installer dans une zone a besoin de faire ce qu'on appelle, comment on l'appelle, une étude de marché, où il faut aller collecter des données, faire l'analyse, tout ça. Alors que s'il y a des enquêtes de crowdsourcing, l'avantage c'est qu'on collecte des données en permanence. On collecte des données en permanence, ça peut même aller jusqu'à atteindre un échantillon assez large, hein, ainsi de suite. Il y a l'exemple dans un pays d'Afrique où j'ai vu par exemple des jeunes qui ont mis en place un modèle où ils collectent les données sur l'usage des produits dans chaque quartier à travers le ramassage des poubelles. Donc, chaque fois qu'ils ramassent les poubelles gratuitement, ils viennent, ils se réalisent pour voir à peu près chaque maison, chaque quartier, qu'est-ce qu'ils utilisent en termes de sardines, d'œufs, de couches et autres. Ils le mettent dans une base de données. Ça, c'est des informations qui coûtent aujourd'hui des millions ou des milliards. Pour installer une usine ou une unité industrielle ou un produit à vendre, un business dans une zone, on a besoin de cette étude de marché pour voir qu'est-ce que cette zone consomme le plus. Comment trouver ces informations aujourd'hui? Ce n'est pas seulement à travers des observations ou dans la vente des boutiques, parce que les gens achètent d'ailleurs, mais quand tu ramasses les poubelles, tu es à peu près presque sûr que tel est le cas. Donc, c'était un peu tout ce qu'on voulait vous présenter. Donc, vous voyez, le système là est chargé. Vous voyez. Donc, pour tous ces pays-là, on peut voir. Donc, vous voyez, voici un système utilisant les données satellites pour faire de la prédiction. Vous voyez, il y a les données de prédiction de ces différents pays. Malheureusement, le Sénégal n'est pas là. On peut visualiser un peu. Vous voyez, on fait de la prédiction en utilisant les données satellites. Donc, ils n'ont pas utilisé seulement les données satellites au début, mais ils ont fait une collecte sur le terrain et ils comparent et améliorent leur modèle. Donc, derrière, il y a des outils, il y a des techniques maintenant de deep learning pour faire les estimations. Vous voyez, et ils ont tout décrit. Hein. Vous pouvez visiter le site, c'est A2A, GWA. Vous voyez, ils vous expliquent au détail près leur modèle. Et vous voyez, ils utilisent le NDVI dont je vous parlais tout à l'heure, l'indice de visitation, comment ça marche, les LST, vous voyez, Daytime and Land Surface Temperature, les Rainfall Data, ainsi de suite. Vraiment, ils ont décrit tout leur modèle. Et après, maintenant, une fois les données acquises traitées, le modèle de machine learning derrière pour faire la prévision. Vous voyez, je pense qu'ils ont même donné les... Wow, parfait. Les données satellites. Donc, les données satellites, maintenant, si vous voulez les acquérir, vous pouvez ouvrir un compte sur le site de la NASA. Moi, j'en ai déjà un ici. Là, vous le récoltez et après, vous faites vos travaux. L'avantage, maintenant, vous pouvez utiliser Google Earth Engine, comme ici. Google Earth Engine, l'avantage, c'est que si toi-même, tu dois collecter les données satellites et les traiter en local, peut-être avec ArcGIS, ça va être lourd. Ça peut prendre énormément de temps. Google met à ta disposition des milliers de serveurs interconnectés qui te permettent de lire directement les données. Là, je vous donne un exemple de code. Avec Google Earth Engine, vous pouvez utiliser JavaScript comme Python. Mais moi, je suis pour la partie JavaScript. Voici un exemple d'usage des données satellites. Vous voyez, je peux même prendre un autre exemple.
de code, vous voyez, tac, 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 où je vais charger des données. Bon, là, si je voulais savoir c'est quel satellite, il suffit juste de copier, vous voyez, je colle, j'attends qu'il se charge, et là, il me dit que c'est des données, donc ici, d'un satellite de la NASA, la description, les différentes bandes, les termes d'usage, ainsi de suite. Je prends un autre bout de code et je vous montre. Bon, là, c'est comment débuter à utiliser les images satellites avec Google Earth Engine. Vous voyez, je charge des données satellites en donnant le lien, les types de couleurs que je veux, la distribution, je fais de la labellisation et après j'exécute. Bon, là où est-ce qu'elle m'amène? Tac, 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 c'est le Kansas. Donc, vous voyez, je peux aller jusqu'à un niveau beaucoup plus fin. Bon, là, je fais comme ça. Donc là, je charge les données satellites. Là, je fixe ma palette, ma labellisation, comment je veux distribuer les couleurs. Et je fais un run. Tac, tac, tac. Bon, vous voyez, par défaut, les données là ne sont pas trop visibles. Tout est coloré en bleu. Mais là, je peux prendre une variable et je déclare les paramètres. Je vous dis que minimum c'est 5, telle couleur. Je distribue ma palette de couleurs. Et là, au moment d'afficher mon layer, ici, au lieu de mettre les deux code, c'est-à-dire un layer sans paramètres, ça l'affichage par défaut, il m'a regardé, je vais colorier. Je vais colorier maintenant. Je vais lui dire les données satellites que tu récupères, colorie en fonction de l'état, je ne sais pas, de telle chose, fais-moi telle couleur. Vous voyez, là, si c'était par exemple de la pluviométrie ou de la distribution de l'état des plantes ou de telle culture, je peux faire tel coloriage et là, je suis comme ça. Vous voyez. Après, maintenant, sur le net, il y a tellement de tutoriels pour commencer. Là, c'est la documentation des différentes fonctions, tout ça, les différents assets. Donc, chaque fois que vous créez un projet, ça se passe ici. Après, vous pouvez générer le code du courant. Ça, c'est pour exécuter. Hein. Donc, vous collez vos codes, vous exécutez. Là, les différents apps, ainsi de suite. Bon, Google Earth Engine, maintenant, c'est toute une architecture. Peut-être on vous fera d'autres ateliers et séminaires spécifiques à ça. Donc, globalement, c'était ça. Hein. Donc, avant de terminer aussi, je vous montre l'exemple de données de téléphonie mobile parce que je vous ai parlé de données de téléphonie mobile. Ça, c'est des données d'un seul utilisateur. Et vous voyez, on ne met pas le nom de l'utilisateur ou autre. Non, mais c'est des données fortement anonymisées. Vous voyez, c'est juste un identifiant qui n'a aucune signification pour moi. Vous voyez, ça, à chaque minute, là où il s'est positionné, le type du country, parce qu'il a changé de pays entre-temps, je ne sais pas, le cell ID, event type, tout ça. Et c'est surtout ça qu'on vous fournit, le event type. Donc, les données mobiles de positionnement CDR dont je vous ai parlé ici. Tac. C'est où encore? Je ne sais plus, c'était où? Tac, là. Vous voyez. Donc là, on vous le montre, ça est là. Donc, le type event, ici, vous voyez, le type event là. Si c'est début d'appel, c'est 1. Si c'est début d'appel éminemment du mobile, c'est 2. Vous voyez, fin de l'appel, c'est 4. SMS provenant d'un mobile. Fin de l'IPDR, événement de transfert, mise à marche de l'appareil. Quand on allume ou éteint l'appareil, vous voyez. Et après, il y a le latitude et le longitude. Donc, chaque fois que la personne se déplace, vous voyez. Rien que ça suffit pour pouvoir détecter combien de gens étaient là, est-ce que c'est son lieu de travail, bon, ainsi de suite. Bon, là, il y a les informations sur la signalisation. Là, il y a l'information sur les 3 dernières années, quoi. Donc, ça, c'est des données de test ici d'un opérateur qui n'est pas en Afrique. Donc, ça, c'est en Europe. Mais globalement, c'est pour vous donner un aperçu sur tous les champs que vous aurez. Donc, vous voyez, vous avez un ID, un ID user. Vous voyez le post time, le type de country. Vous voyez, chaque country a un code. Vous voyez, certainement, cet utilisateur-là s'est déplacé entre 2 pays. Et l'appel, peut-être qu'il reçoit un appel inbound ou outbound, c'est un appel venant de l'étranger ou que lui-même il appelle à l'étranger ou c'est un appel dans le même pays. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça que ça se structure. Donc là, vraiment, c'est tout ce qu'on voulait vous montrer durant cette vidéo. On voudrait terminer par un livre qu'on vient de publier qui s'appelle Comment ne plus jamais chômer, qui est même en lien direct avec tout ce qu'on vient de voir lors de notre séminaire. Donc, comment utiliser ces nouvelles sources de données pour bâtir de la richesse, créer de la richesse dans notre pays. Le livre-là ne parle pas spécifiquement par rapport à l'IA, aux nouvelles sources de données, il fait une partie, mais
C'est pour ça, surtout pour montrer des astuces aux jeunes qu'aujourd'hui, pour trouver un emploi, il y a des techniques pour bien s'adapter. Ça, c'est un. Deuxièmement, il n'y a pas que le fait d'aller chercher de l'emploi à la fin de ses études, mais on peut créer son propre entreprise dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement. On peut aller dans le freelance aussi. Et peut-être je vais attendre les questions pour donner beaucoup plus de détails. Si quelqu'un est intéressé, il peut m'écrire. En tout cas, dans ce livre, après avoir parlé du chômage un peu, c'est le manque d'informations surtout qui est montré, qui est la cause du chômage. Et après, il donne beaucoup de recommandations sur comment démarrer tout de suite le freelance. Donc, les étudiants sont concernés, les nouveaux diplômés, les travailleurs professionnels sont concernés parce que le livre parle d'entrepreneuriat, d'investissement, comment bâtir un business rentable, comment préparer sa retraite, des techniques d'épargne, d'investissement, d'éducation financière aussi. Donc, globalement, c'est tout ce qu'on voulait vous présenter. Merci beaucoup. Je pense que après maintenant, on va ouvrir une liste de quelques questions pour répondre rapidement. Donc, sur ce, on vous dit merci.